Bien, nous commençons le premier exposé. L'ostéoporose, nous ferons la suite après l'ostéomalacie. Donc, vous avez tous vos polycopiés. On va essayer d'insister sur certains points qui sont importants pour la compréhension de ces deux cours qui sont en rhumatologie. D'abord, l'ostéoporose. C'est l'ostéopathie qui est la plus fréquente en rhumatologie. Elle se caractérise par une diminution absolue de la quantité de tissu osseux en rapport avec un amincissement et une raréfaction des travées dont la minéralisation demeure normale. C'est très important. C'est la quantité de tissu osseux qui baisse, qui diminue, alors que l'élément minéral, la minéralisation, reste tout à fait normal. Nous verrons tout à l'heure dans l'ostéomalacie, c'est l'inverse qui se passe. Elle se caractérise également par une diminution de la résistance mécanique du squelette, évidemment, c'est la conséquence de cette perte osseuse. Elle se caractérise par la survenue fréquente de fractures. Là aussi, quand il y a une diminution de la résistance mécanique, il y a évidemment la conséquence de tout ça, c'est les fractures qui surviennent. Et puis, on lui reconnaît de multiples étiologies. Nous les passerons en revue tout à l'heure, rapidement. Alors, cette planche, c'est pour vous indiquer, pour que vous gardiez en mémoire la différence, pour que vous compreniez la différence entre l'ostéomalacie, l'exposé qu'on va faire après, et l'ostéoporose. Alors, imaginez simplement que vous voyez tous les jours dans la rue, ces constructions, et vous voyez que il y a les poteaux qu'on construit en béton. Alors, vous voyez deux éléments. Alors, les éléments ferreux, c'est-à-dire la ferraille, et le ferraillage, et puis autour duquel on va couler le béton. Imaginez simplement que le béton, ce que vous voyez ici, ça c'est le coffrage qui permet, quand le béton est encore frais, au bout de 24 heures, on l'enlève, il aura durci. Donc voilà, donc le béton, et voilà l'élément ferreux. Alors simplement, dans l'ostéoporose, l'élément ferreux, ce serait la masse osseuse, et l'élément, le béton, serait l'élément minéral. Et on verra que dans l'ostéoporose, c'est cet élément, c'est ce tissu osseux, voilà, ce tissu osseux qui est en train de se perdre, de diminuer, cette masse qui diminue. Alors que l'élément minéral, c'est-à-dire, si vous voulez, le béton, reste tout à fait intact. On verra tout à l'heure dans l'ostéomalacie, c'est l'inverse qui se passe. Alors, retenez bien cette image, donc pour comprendre, pour savoir faire la différence entre les deux. Dans cette planche, je vous montre des pièces d'autopsie. Alors, vous voyez en haut, c'est une colonne vertébrale chez quelqu'un qui est décédé pour une raison quelconque, mais qui n'avait pas d'ostéoporose. Vous voyez la colonne vertébrale saine, comment elle est. Donc, vous voyez les vertèbres avec les disques vertébraux qui sont parfaitement intacts. Et vous voyez par opposition, en bas, une colonne vertébrale ostéoporotique, c'est quelqu'un qui a une maladie, donc une ostéoporose. Vous voyez comment ces vertèbres qui sont complètement déformées, ces tassements, et donc voilà, donc tout ça, je vois qu'il y a une mademoiselle Chiras qui a levé la main. Si vous permettez, à la fin de l'exposé, je vous communiquerai mon adresse mail et puis vous me poserez toutes les questions, je vous répondrai. Vous êtes pour gagner du temps. Alors, voilà donc juste pour comprendre un peu ce qui se passe dans l'ostéoporose. Et cette planche, c'est pour vous montrer un peu l'évolution de la masse osseuse au cours de la vie, c'est-à-dire ce tissu osseux. Hein, vous avez, rappelez-vous ce que j'ai dit, donc il y a le tissu osseux, c'est-à-dire qui se... Vous êtes en train de partager votre écran. D'accord. Alors, vous voyez ici, dans la phase intra-utérine, donc il y a le tissu osseux qui se constitue déjà. Et puis à la naissance, il continue à se constituer, mais il reste quand même fragile jusqu'à la puberté. C'est pour ça que les enfants ont souvent des fractures pour des petites chutes, parce que l'os n'est pas encore parfaitement dense. Et puis à la puberté, aussi
bien chez la fille que chez le garçon, il y a une massification, une densification osseuse qui se fait de façon exponentielle et très importante, et se fait jusqu'à pratiquement 25-30 ans à peu près, disons 20-25 ans à peu près, et puis elle va marquer une pente qui va durer jusqu'à 45-50 ans à peu près. Chez la femme, vous la courbe en bas, et chez l'homme, la courbe en haut. Et à la cinquantaine, c'est-à-dire l'âge de la ménopause chez la femme, vous voyez que cette pente, elle devient beaucoup plus nette, alors que chez l'homme, elle est beaucoup plus lente. Ce qui fait que c'est pour ça que nous observons l'ostéoporose plus fréquemment chez la femme, notamment à la ménopause, que chez l'homme. Et parce que c'est simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette masse osseuse qui se perd progressivement et de façon importante, beaucoup plus chez la femme que chez l'homme à la ménopause. Voilà, donc il faut retenir ça pour comprendre donc, la physiopathologie. Alors, sur le plan épidémiologique, sachez d'abord que c'est la cause la plus fréquente des fractures pathologiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les fractures pathologiques? C'est les fractures qui ne sont pas liées à un traumatisme, c'est-à-dire ou un tout petit traumatisme, c'est-à-dire une petite chute de rien du tout d'une chaise, par exemple, et hop, il y a une fracture. C'est ce qu'on appelle les fractures pathologiques, ou parfois même des fractures sans même la notion de traumatisme. Donc, c'est la cause la plus fréquente de fractures pathologiques. En Algérie, on recense 34% des femmes de plus de 50 ans qui souffriraient d'ostéoporose. Une étude s'est intéressée à la relation entre le diabète, et nous verrons tout à l'heure que le diabète est un facteur de risque important. Le diabète de type 2, quelle est sa relation avec l'ostéoporose et l'ostéopénie? L'ostéopénie, c'est une étape qui est moins importante que l'ostéoporose. Et ils ont observé que l'ostéoporose existait chez 27,7% des diabétiques de type 2 et l'ostéopénie beaucoup plus fréquemment, une femme donc un diabétique sur deux. Un diabétique 2 pourrait, chez les femmes surtout, pourrait présenter d'une ostéopénie. Nous définirons tout à l'heure ce que c'est que l'ostéopénie. Une autre étude s'est intéressée à la prévalence des fractures ostéoporotiques, tout type confondu. Elle serait de 37,9% et liée donc à des fractures liées à l'ostéoporose. Dans d'autres pays, en France notamment, beaucoup d'études et beaucoup d'études épidémiologiques. En France, on recense quelques 65%, à 65 ans, quelques 39% des femmes souffrent d'ostéoporose. À 80 ans, 70% des femmes souffrent d'ostéoporose. Et donc 60% sur cette catégorie d'âge présentent au moins une fracture. On considère que l'incidence de fracture pour une femme de 50 ans serait de 17% au niveau de la hanche, je reviens au niveau de la hanche, 16% au niveau du rachis ortholombaire et 16% au niveau de l'extrémité distale du radius. Chaque année, en France, on recense quelques 40 000 fractures du poignet imputables à l'ostéoporose, 60 000 à 70 000 fractures de vertèbres, mais toutes ne sont pas diagnostiquées, donc imputables aussi à l'ostéoporose, 50 000 fractures du col du fémur, 20% des patients vont décéder de complications de l'ostéoporose, notamment des fractures, au cours de l'année qui suit, c'est surtout des personnes âgées, 50% garderont un handicap définitif, les hommes présenteraient une ostéoporose dans 15%, c'est-à-dire l'ostéoporose imputable chez l'homme, des complications plutôt liées à l'imputable ostéoporose, chez l'homme serait de 15%. Quels sont les facteurs de risque de l'ostéoporose? Alors, nous allons les passer en revue. La ménopause d'abord en tête chez la femme, la dénutrition, la carence en vitamine D, le tabagisme, la sédentarité, l'immobilisation prolongée, l'hyperparathyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la corticothérapie prolongée, l'âge élevé, la ménopause précoce, l'hypogonadisme et l'hyperthyroïdie. Voilà toutes les situations, tous les facteurs de risque qui favorisent la survenue d'ostéoporose. Alors, quelles sont les étiologies de l'ostéoporose? Nous distinguons l'ostéoporose primitive de l'ostéoporose secondaire. Alors, primitive, celle qui survient
j'allais dire, sans cause directe, physiopathologie directe. D'abord, la post-ménopausique, celle que nous rencontrons, constitue la l'une des causes les plus fréquentes, c'est la femme. Pluralement, pas pluralement, un peu moins, mais celle que nous observons chez le sujet âgé, aussi bien chez l'homme que chez la femme. L'ostéoporose juvénile idiopathique, beaucoup plus rarement, et puis l'ostéoporose masculine, qui est plus rarement, indépendamment de l'âge, Et puis, vous avez l'ostéoporose secondaire, liée donc à une cause directe précise. Vous avez la post-cortisonique, c'est-à-dire celle qui est constitutive à un traitement au corticoïde prolongé. L'ostéoporose liée à l'hyperthyroïdie, le diabète, à l'hypogonadisme, à l'hypercalciurie idiopathique, à l'hyperparacélulie, à des causes médicamenteuses, nous passerons tout à l'heure en vue quelques causes, à l'immobilisation prolongée, et puis à d'autres causes, les hémopathies chroniques, les entéropathies, etc. Bien souvent, sur le plan clinique, cette maladie évolue d'une façon très silencieuse, surtout pendant les premières années. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de l'évolution de la maladie. C'est souvent seulement lors d'un accident, par exemple une fracture, que le médecin posera le diagnostic. C'est le malade qui se présente aux urgences avec la grand-mère, la grand-mère ou pas la grand-mère, ou la femme de la cinquantaine, de la soixantaine qui se présente aux urgences avec une fracture du poignet ou une fracture quelque part. Et quand on fait le diagnostic de fracture, on découvre qu'en fait, elle a un os ostéoporotique. Nous y reviendrons dans les aspects radiologiques de l'ostéoporose. Toutefois, les symptômes classiques apparaissent après des années depuis le début de l'ostéoporose, de cette maladie, mais qui sont parfois difficilement imputables à l'ostéoporose. Par exemple, ce sont les douleurs, surtout au niveau du dos, qui sont en rapport avec les tassements vertébraux, et on ne se rend pas compte, et c'est une malade qui vient vous signale des dos. Faites une radio de la colonne, vous aurez la surprise de trouver des tassements vertébraux qui sont la cause de cette douleur et qui sont liés à cette maladie ostéoporotique. Et puis des fractures, c'est les causes souvent de diagnostic, de découverte de l'ostéoporose. Fracture du poignet, du calcanéum, c'est-à-dire au niveau du talon, fracture des plateaux tibiaux, partie supérieure notamment du tibia, des condyles fémoraux, partie inférieure du fémur qui s'articule avec les plateaux tibiaux, et fracture du sacrum. Sur le plan radiologique, c'est très important, ça vous permet d'avancer dans le diagnostic. Alors, qu'est-ce que vous allez observer sur les radiographies conventionnelles simples? Vous aurez alors un aspect peigné des vertèbres, donc la radiographie conventionnelle des vertèbres, un aspect peigné des vertèbres qui est dû à la persistance de travées verticales alors que les travées horizontales ont disparu. Rappelez-vous l'image que je vous ai montrée au début, c'est la poutre de béton, avec la structure métallique. Alors imaginez cette structure métallique, cette masse osseuse. Donc il y a des travées horizontales et des travées verticales. Donc ces travées, il y a une perte des travées horizontales et persistance des travées verticales qui donne cet aspect à la radio, aspect peigné, comme un peigne. Dans les cas les plus évolués, on va observer une hypertransparence du corps vertébral, mais les corticales restent bien visibles, c'est-à-dire que la vertèbre elle est hypertransparente avec une corticale qui est bien visible. On parle de liseré de deuil, les radiologues parlent de liseré de deuil. L'appréciation d'une hypertransparence osseuse à la radiographie est cependant subjective. Ce n'est pas toujours évident en réalité pour faire le diagnostic. Et on a souvent recours à des techniques de la mesure densitométrique qui sont indiquées. Nous y reviendrons tout à l'heure, ce qu'on appelle la DMO, la mesure de la masse osseuse. Toujours sur le plan radiologique, comme aspect radiologique observable, un tassement vertébral, très indicateur de l'ostéoporose, peut prendre plusieurs aspects. Simple enfoncement du plateau supérieur d'une vertèbre, un enfoncement du plateau supérieur et du plateau inférieur qui réalise une vertèbre biconcave, un tassement cunéiforme antérieur, une vertèbre en galette,
je vous montrerai quelques clichés juste après. Les tassements vertébraux touchent le rachis dorsal et le rachis lombaire. Très, très important, ce qu'il faut retenir, un tassement. Si vous observez un tassement des vertèbres au niveau des vertèbres cervicales, il ne faut jamais l'imputer à l'ostéoporose. C'est-à-dire un tassement de vertèbres cervicales n'est jamais d'origine ostéoporotique. Ça, c'est une chose importante. J'ai dit tout à l'heure au début de l'exposé, pour les étudiants qui veulent poser des questions, notez les choses que vous n'avez pas comprises. Vous m'envoyez des questions, je vous répondrai personnellement à chacun parmi vous. Voilà des images radiologiques que j'ai évoquées. Alors, vous voyez ici ces déformations, ces tassements de ces vertèbres, réalisant dans des aspects biconcaves. Vous voyez l'hypertransparence s'il vous plaît. De ces vertèbres. L'autre aspect radiologique que j'ai évoqué. On vous entend pas bien. Des plateaux tibiaux qui sont totalement défoncés. Et puis l'aspect en galette que j'ai évoqué tout à l'heure, vous voyez ces aspects en galette de ces vertèbres. Pardon. Alors, et puis nous passons à l'examen essentiel de l'ostéoporose pour aussi bien le diagnostic que le suivi de la maladie, c'est la DMO, la mesure de la densité minérale osseuse, qui est l'examen clé, et je vais l'évoquer en détail tout de suite. À côté de cet examen clé, il y a la biologie, la scintigraphie osseuse et l'histologie qui présentent un intérêt mineur, on va dire. Leur intérêt demeure dans la mesure où vous avez des doutes, on verra tout à l'heure dans les diagnostics différentiels, quand vous avez des doutes et vous devez quand même éliminer des pathologies notamment néoplasiques, leur intérêt persiste. Mais l'examen clé du diagnostic et de l'évolution du suivi d'évolution de l'ostéoporose reste la mesure de la densité minérale osseuse. Voilà à quoi ça consiste. C'est le radiologue avec sa machine spéciale, puis le malade qui est couché sur la table de radiologie, les rayons sont envoyés au niveau de la colonne lombaire précisément, surtout la colonne lombaire, c'est là où on la mesure. Alors, cette DMO est réalisée par rayon X à double énergie. C'est un examen qui permet de mesurer la densité osseuse lombaire. Rappelez-vous, cette masse osseuse. Hein, oubliez l'élément minéral, le calcium. Cette masse osseuse, on a dit que l'ostéoporose, elle se perd. Donc, on va la mesurer. Cette perte, on va la mesurer. Cette mesure est exprimée, ou le résultat de cette mesure est exprimé en densité surfacique, c'est-à-dire combien de grammes par surface par centimètre carré. La valeur relative par rapport à la normale pour l'âge exprimé en Z-score dans une unité correspond à un écart type. Rappelez-vous la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, parce qu'il y a une évolution naturelle de la masse osseuse. Donc, l'appréciation de la perte osseuse va être rapportée à une évolution normale de cette masse osseuse durant les différentes tranches d'âge. Une patiente, par exemple, qui a un Z-score à -1 a une valeur de densité osseuse de 1 écart type inférieur à la normale pour l'âge. La densité osseuse est également exprimée en T-score, c'est-à-dire en écart type par rapport à la valeur maximale de densité qui se situe à l'âge de 20 ans. Alors, je vais vous résumer ça de façon, j'espère, plus simplement. Vous savez que pour l'hypertension artérielle, pour le diabète, quand on a défini les valeurs normales, on a
à des très grandes échelles, on a mesuré, par exemple, la tension artérielle et on a dit quelqu'un qui se porte bien, qui n'a aucun problème, et on a trouvé quels sont les chiffres normaux, si vous voulez, et quelqu'un qui présente au-dessus, on pas d'hypertension, au-dessous, pas d'hypotension. Si vous voulez, c'est un peu la même chose là aussi. On a mesuré la masse osseuse dans les conditions normales, corrélée à l'âge, et on a, puisqu'on parle de densité osseuse, donc l'ostéoporose va être définie par rapport donc c'est pour ça qu'on définit les T-scores, c'est-à-dire ces écarts types. Combien on s'éloigne de la normalité. Ainsi, on parle d'ostéopénie, tout à l'heure j'avais évoqué l'ostéopénie, quand le T-score est situé entre 1 et moins 2,5. Je vais vous montrer juste après une courbe, le résultat que vous envoie le radiologue quand vous demandez la démo. Alors, un T-score qui se situe entre 1 et moins 2,5, c'est l'ostéopénie. On parle d'ostéoporose quand le T-score est inférieur à 2,5. On parle d'ostéoporose maladie quand le T-score est inférieur à 2,5 associé à des tassements vertébraux. Voilà comment on fait la distinction, comment on classe. Donc l'ostéopénie, on n'est pas trop inquiet. L'ostéoporose, on sait comment la traiter. Et l'ostéoporose maladie, là aussi, il y a ces indications particulières. C'est pour ça qu'on fait cette classification. Voilà donc cette planche qui vous indique un peu le résultat, le diagnostic par ostéodensitométrie L2 jusqu'à L4 de l'extrémité inférieure du fémur. Et voilà, donc voilà ce que vous avez en couleur, la bande verte, c'est tout ce qui est indiqué. Donc la densité par centimètre carré, vous voyez ici, correspondant à des T-scores, vous voyez ici, à moins, alors 2, 1, 0, et puis ça jusqu'à moins 1. On est un peu dans cette tranche normale. Et puis l'ostéopénie, on descend à moins de moins 1, moins 2, et puis plus bas encore, moins 2,5 et plus bas encore, on est dans l'ostéoporose, jusqu'à l'ostéoporose quand elle est associée. Voilà donc la courbe. Voilà ce que vous donne. Donc, vous voyez ici, on vous donne la DMO, c'est-à-dire l'écart type, l'âge égal donc au T-score. Voilà. Et c'est ça qui vous permet donc de comprendre. Le DMO, c'est l'éloignement par rapport à des valeurs normales. De toute façon, vous reviendrez, si vous n'avez pas compris, vous me poserez des questions par écrit, je vous répondrai à chacun parmi vous. Alors, qu'est-ce qu'il me met là? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Problème, voilà. Donc, je reviens à la démo. C'est un examen fiable, simple, rapide, peu irradiant. Il envoie très peu de rayons. Dixième correspond au dixième de ce que peut vous envoyer pour faire une radiographie du poumon. Donc, ça ne pose aucun problème. C'est un examen de référence pour mesurer la masse osseuse, notamment au niveau de la rachis lombaire, au niveau du fémur. C'est l'examen qui permet de faire le diagnostic, je l'ai dit au début, et de suivre quand votre malade sous traitement au-delà d'un an. Parce que ce n'est pas un examen qu'on fait tous les jours, on le fait tous les ans pour apprécier de façon objective ce traitement, enfin, cette massification de la dose osseuse. Puis son avantage, son intérêt, c'est qu'il ne nécessite pas d'injection. Quelles sont les indications de la DMO? Quel que soit l'âge et le sexe, tous les signes d'ostéoporose, de tassement, fracture, c'est une indication. Un malade sous corticoïde au-delà de 3 mois qui reçoit de plus de 7,5 mg par jour est une indication. Malade qui est sous traitement qui présente maladie hormonale, notamment l'hyperthyroïdie. La deuxième indication importante, c'est les femmes ménopausées avec un antécédent familial d'ostéoporose du premier degré, la ménopause précoce, donc moins de 40 ans, et la femme ménopausée qui
qui est sous traitement corticoïde de plus de 3 mois, qui reçoit plus de 7,5 mg par jour. Voilà les indications de la DMO. Un bilan biologique, lequel vous faites, alors de première intention, on va faire devant toute ostéoporose, on fait une formule, des plaquettes, une vitesse de sédimentation, la CRP, calcémie, phosphatémie, calciurie, phosphaturie, électrophorèse des protéines, la vitamine D, le 25-hydroxyvitamine D, la PTH, la créatinémie, la créatinine urinaire et le dosage de la TSH immunosensible. Vous voyez un peu tout ça, c'est pour s'assurer qu'il n'y a aucune cause, que c'est un bilan qui permet, quand il est tout à fait normal, d'éliminer donc toutes les causes sur lesquelles on va revenir. On a distingué l'ostéoporose secondaire de l'ostéoporose primitive. L'intérêt, il permet, donc ce bilan permet d'éliminer, d'écarter un myélome, des métastases osseuses, une hyperparathyroïdie, une ostéomalacie, une hyperthyroïdie, des tubulopathies, notamment l'hypercalciurie, diabète phosphoré. Dans l'ostéoporose post-ménopausique, ce bilan est extrêmement normal. Il ne doit pas être renouvelé au cours du suivi thérapeutique. Les dosages de la vitamine D ou de ses dérivés hydroxylés et de la PTH ne doivent être effectués que sur les bilans, si le bilan phosphocalcique de base est anormal. Alors, quels sont les diagnostics différentiels? Donc, avec quoi on peut se tromper, si vous voulez? L'ostéomalacie, nous allons l'évoquer tout à l'heure. Les métastases, c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas de métastases. Le myélome multiple et l'hyperparathyroïdie. Quel est le traitement de l'ostéoporose? D'abord par la prévention et les mesures générales, et puis le traitement médicamenteux, principalement la calcitonine, le fluor et les glufosinate. En quoi consiste le traitement préventif? L'activité sportive, 1 à 2 heures de marche par jour sans surentraînement, l'hygiène alimentaire, notamment le rôle des laitages riches en calcium ainsi que de la viande et du poisson. Les laitages et tous les dérivés des laitages sont importants parce qu'ils contiennent beaucoup de calcium et c'est utile. La prévention des chutes est importante parce qu'on a dit que les petites chutes peuvent provoquer des fractures, donc il faut faire attention, notamment les personnes âgées. La kinésithérapie éventuellement peut être utile et dans la mesure du possible, on peut éviter l'alitement pour un jeune adulte. L'alitement aussi, c'est à base de fluor. La surveillance avec le traitement du fluor est très importante, il faut faire très attention. Et, la calcitonine aussi est prescrite contre le fluor et contre-indiquée dans le don sous forme injectable. Il y a aussi tous les produits que j'ai évoqués ici. Et les diphosphonates, qui sont le traitement du choix aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise, ça reste quand même un traitement assez coûteux. Les diphosphonates ont pour action, pour propriété d'agir sur la résorption osseuse. Ils augmentent la masse osseuse et préservent l'architecture osseuse en construisant un os de qualité physiologique. Le traitement alors, à base de diphosphonates est le suivant. Elle constitue un cycle de 3 mois. Vous donnez un diphosphonate, le dihydronel, c'est ce qui est disponible chez nous, le dihydronel, c'est la première génération des diphosphonates. On le donne un comprimé par jour à 10 heures du matin, loin des repas, pendant 14 jours. Donc, tous les jours, à 10 heures, un comprimé. Et puis, on fait le relais, on prend le relais avec le dihydronel, avec le calcium, 1 gramme par jour, associé à de la vitamine D, 400 unités par jour, pendant 2 mois et demi. Et on renouvelle ainsi le cycle pendant au moins 3 ans. Vous voyez que ce traitement-là, ce n'est pas un traitement qu'on donne donc il faut beaucoup de temps. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé de la démo, j'ai dit que c'est un examen qui ne se fait pas tous les jours, se fait tous les ans pour apprécier l'évolution de la reconstruction de cette masse osseuse. Et puis vous avez là ici, pour vous citer d'autres diphosphonates, je vous l'ai publié, vous l'avez dans votre polycopier, l'acide zalédronique, les produits, cette formule dans les présentations commerciales, l'alédronate de risédronate, qui possède l'indication dans la prévention de l'ostéoporose. Le traitement de l'alédronate aura 10 mg par jour pendant 10 ans, entraîne une augmentation de 13,7% de la DMO du rachis et de 10,7% de la DMO du trochanter. C'est des études qui ont démontré l'efficacité de cette molécule.
Autres anti-ostéoporotiques, je vais juste les évoquer ici. Vous avez dans les détails dans votre polycopie. Le ranelate de strontium, mais il faut faire attention parce qu'il peut provoquer des hypersensibilités, dont notamment le syndrome de Dress, qui est un syndrome neurologique, il faut faire attention. Le tériparatide, qui correspond à un fragment de la para-PTH qui régule le taux de calcium dans le sang. Son administration quotidienne sous forme d'injection sous-cutanée stimule la formation osseuse, mais son coût très élevé limite son utilisation. Vous avez le denosumab, qui est un anticorps monoclonal qui inhibe la formation, la fonction et la survie des ostéoclastes. C'est le responsable de la résorption osseuse. Donc, il va agir sur l'activité ostéoclastique. C'est un traitement de l'ostéoporose post-ménopausique qui réduit le risque de fracture vertébrale et non vertébrale de la hanche chez les patients à risque élevé de fracture. C'est un médicament qui s'administre en une injection sous-cutanée tous les 6 mois, mais ne doit être utilisé qu'en deuxième intention, c'est-à-dire chez des patientes ayant été traitées préalablement avec les biphosphonates. Et puis vous avez les SERMs, ce sont des modulateurs sélectifs de l'activation des récepteurs aux oestrogènes qui ont un effet protecteur vis-à-vis de la perte osseuse et des maladies cardiovasculaires, sans être à l'origine d'une augmentation du cancer du sein ou de l'utérus. Nous avons un produit dans cette famille, le raloxifène, qui réduit les fractures vertébrales. Ça, c'est pour vous évoquer tous les médicaments contre l'ostéoporose. Voilà, nous avons terminé avec vous avez l'essentiel. Je vous invite à m'envoyer à la fin de cette, je vous donne ma boîte mail. Vous m'envoyez donc toutes les questions par écrit, je vous répondrai individuellement. Je crois que nous allons entamer le deuxième exposé sur l'ostéomalacie.